Bonjour Geoffroy Lejeune et Charlotte Dornelas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir ici à l'ICEP pour la première conférence de l'année. Une invitation d'ailleurs qui avait été initialement reportée du fait du confinement, mais dont le sujet, à savoir la liberté d'expression, résonne cruellement avec l'actualité après l'assassinat, le meurtre de cet enseignant, Samuel Paty, et qui résonne aussi au regard de votre actualité relativement récente à vous. On y reviendra, et notamment cette fameuse affaire Obono. Alors pour vous présenter rapidement ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous connaît pas, Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction à Valeurs Actuelles, dont j'ai fait un peu la promotion sur la table, avec plaisir, et qui est également chroniqueur BFM et C8, et Charlotte Dornelas, qui est journaliste à Valeurs Actuelles et qui est aussi, elle, chroniqueuse pour le coup sur CNews, qu'on voit régulièrement à l'émission de Pascal Praud. Donc merci beaucoup d'être ici. J'aimerais qu'on puisse commencer par une sorte de définition finalement de ce qu'est la liberté de l'expression et la liberté aussi de la presse dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté d'expression et la liberté de la presse? Ouais, alors, qu'est-ce que la liberté d'expression? C'est le fait de pouvoir s'exprimer librement, on va le dire comme ça. Mais la deuxième chose, c'est surtout, en fait, je sais pas, moi, ça me renvoie à une définition, en fait, de ce qu'est la liberté, en fait. Et là, pour le coup, je réponds plus peut-être à la liberté de la presse. Quelle est la liberté dont doit se servir intelligemment, en tout cas celle qu'on peut espérer de la presse, celle qu'on essaye de mettre en exercice. La liberté, elle nécessite, je crois, dans l'exercice du journalisme, à la fois un équilibre entre la recherche de la vérité et l'honnêteté. Je le dis à dessein parce que la liberté de la presse, pendant très longtemps, ça a été simplement le fait de pouvoir dire exactement ce qu'on voulait à partir du moment où on était objectif ou neutre. Je pense que ce mensonge, parce que c'en est un, est un peu en train de s'étioler, parce que effectivement, l'inverse, ou en tout cas la différence entre l'objectivité et la subjectivité, c'est tout simplement que l'objectivité est un attribut des objets. Or, les journalistes sont tous des sujets, donc ils sont nécessairement subjectifs, ils le sont tous, et nous ne sommes pas, à Valeurs Actuelles, plus subjectifs que les autres journalistes. Nous avons simplement une ligne éditoriale qui est assumée, contrairement à d'autres journaux qui ont une ligne éditoriale, mais qui est beaucoup moins assumée parce qu'elle est beaucoup plus dans l'air du temps, on va dire. Et du coup, à partir de ça, est-ce qu'il est gênant que les journalistes aient un avis sur les choses, un regard sur les choses, au regard d'abord des idées qu'ils veulent défendre, des idées qu'ils ont, de l'histoire qu'ils ont, du regard qu'ils posent sur ce qu'ils voient et sur les gens avec qui ils parlent? Ça n'est pas gênant à partir du moment où ils décident d'être honnêtes. C'est pas du tout un but en soi dans notre métier de rechercher la neutralité. Ce qu'il faut, c'est être honnête, c'est-à-dire s'entendre sur les faits. Et à partir de ces faits-là sur lesquels on peut s'entendre, c'est d'ailleurs la seule nécessité dans un débat, c'est même la condition d'exercice du débat, c'est qu'à partir de faits et de constats sur lesquels on peut s'entendre, de discuter sur les idées qu'on a sur ces faits, sur les solutions par exemple à des problèmes, et là s'entame le débat. À partir du moment où les gens qui débattent ont la volonté commune d'aboutir à une vérité sur laquelle ils puissent s'entendre. Or, l'énorme problème qu'on a une fois qu'on a dit ça aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un pays qui, depuis 40 ans, donne pour cadre au débat le relativisme précisément de cette vérité. On a tous entendu 1500 fois au moins dans les débats que chacun ses opinions, chacun sa vérité, et qu'en fait le débat consiste à s'écouter sagement les uns à côté des autres. Et il est absolument impossible, si on s'écoute les uns à côté des autres et que chacun détient une vérité qu'il faut respecter par principe, il est absolument impossible d'abord de vivre ensemble, c'est-à-dire d'avoir un bien commun dans le pays, et c'est absolument impossible de débattre, c'est-à-dire de discuter en ayant un débat constructif. Donc je pense, pour conclure, on va dire, sur cette question, que la liberté d'expression, c'est une chose qui nous concerne tous, citoyens du pays, c'est le fait de pouvoir dire ce que l'on a envie de dire, on va dire. Mais par contre, la liberté de la presse concerne effectivement l'exigence qui a trait au métier, et je pense que la liberté de la presse est contrainte par la liberté d'informer, et donc la volonté d'informer correctement les gens à qui on s'adresse. Geoffroy, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Franchement, on a un peu tué le match là, mais
Non, mais moi je vais le dire avec des mots différents, mais c'est un peu la même chose, la même idée en fait. C'est moi je suis un mec de droite en fait, si c'est encore possible en tout cas dans ce pays, donc pas relativiste en fait. Et donc je considère qu'il y a une vérité, qu'elle existe et qu'il faut la chercher en effet, et que c'est pas chacun a sa vérité, le droit de penser ce qu'il pense, etc. dans son couloir, qu'il faut chercher à dire la vérité sur tous les sujets. Donc pour moi la liberté d'expression, et je rejoins Charlotte, la liberté de la presse, c'est un peu, enfin ça se recoupe, c'est le droit de pouvoir dire la vérité quand on la découvre, et ce droit aujourd'hui est parfois remis en question soit par la justice en France, soit par des ligues de vertu qui organisent en fait des halalis contre ceux qui disent certaines choses. Donc nous on l'a vécu parfois à nos dépens. Donc c'est la première entrave que je vois aujourd'hui à la liberté d'expression. La deuxième, c'est que tout ça ne peut se faire, enfin encore une fois je vais répéter ce que Charlotte a dit, mais avec des mots moins intelligents, mais tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'un débat intelligent, parce qu'en fait notre civilisation est fondée sur le contradictoire et sur le fait de pouvoir échanger des idées autrement que dans la violence, et on a remplacé le duel par le plateau télé, mais en fait ça me va très bien moi dans l'absolu, parce que sur un champ de duel je pense que j'aurais pas tenu 5 minutes, et donc c'est la possibilité de pouvoir le faire. Et aujourd'hui c'est la deuxième entrave que je vois à la liberté d'expression, c'est qu'en fait on constate que certains veulent réduire au silence, organiser la mort sociale, ou alors tout simplement assumer d'interdire de parole certaines personnes qui pensent mal. On peut y revenir après, mais c'est le sociologue qui ne représente pas que lui, Geoffroy de Laganerie, qui il y a quelques semaines a dit sur France Inter qu'il assumait l'idée qu'il fallait interdire de parole ceux qui défendent une idée injuste, et lui estimait qu'il défendait des idées justes, et c'était lui le maître de ça. Bon, c'est quelque chose qui en fait, lui est un peu caricatural et c'est un peu ridiculisé, mais en réalité il dit tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas et qui s'organisent un peu dans le monde médiatique. Donc je constate que c'est la deuxième entrave à la liberté d'expression dans notre pays, et ce sont les deux choses qui m'inquiètent. Après je ne peux pas dire autre chose que rechercher la vérité, la dire et la confronter avec l'opinion d'autres personnes et la vérité d'autres personnes qui pourraient avoir par d'autres moyens trouvé une autre vérité, et à ce moment-là il faut s'affronter pour en discuter. Alors avant de rentrer sur le détail de ces entraves à la liberté d'expression, vous expliquez qu'il n'y a pas d'antinomie entre le fait d'être une presse d'opinion et le fait d'avoir l'honnêteté de rapporter les faits. Est-ce que le fait que vous le précisiez, que vous passiez du temps là-dessus, signifie qu'une partie des journalistes de votre profession ne recherche pas, selon vous, la vérité? Est-ce que ça expliquerait le fait que, pardon pour vous, mais les journalistes en France sont parmi les professions les plus honnies par les Français? Est-ce qu'il y a quand même une dérive de votre profession de ce point de vue-là? Oui, il y a eu une dérive de plus en plus. Alors on reviendra peut-être sur la question des réseaux sociaux qui obsèdent tout le monde à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure aux étudiants qui nous interrogeaient, mais je crois que ce qu'on focalise en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'on oublie que ce sont des outils en fait. Et du coup, comment dire ? Oui, enfin ils ont rapporté du coup dans le champ médiatique beaucoup de choses que le champ médiatique voulait oublier et parfois même cacher. Je me souviens, pour illustrer le propos, parce que on peut accuser les journalistes de beaucoup de choses, mais c'est parfois un peu théorique parce qu'on n'a pas d'idée précis en place. Je me souviens de Christophe Barbier qui est encore le patron de l'Express. Non, il n'est plus le patron de l'Express, mais en tout cas il est chroniqueur sur BFM TV. Plus non plus, super. En tout cas, un journaliste très connu que vous connaissez tous, il a une grande écharpe rouge. Et en fait, c'était sur BFM TV où il tenait sa chronique. Et un jour, on lui a dit, mais vous savez, vous n'allez plus sur le terrain. Et du coup, vos éditos sont parfois coupés de la réalité des faits, etc. Et il avait dit, oui, mais pour penser correctement dans mes éditos, c'est mieux que je m'écarte du terrain parce que sinon on est trop penché sur son sujet. Et c'est quelque chose qu'on reproche parfois d'ailleurs aux gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire vous êtes trop investis. Alors c'est une critique qu'on pourrait entendre, effectivement, parfois puisque précisément nous sommes des sujets, c'est-à-dire des hommes, nous sommes attachés aux gens qu'on va rencontrer, etc. Donc il faut savoir prendre du recul, notamment quand on généralise ce qui est nécessaire en fait pour penser à partir des choses que l'on a vues ou des gens qu'on a rencontrés. Mais par contre, cette volonté de s'éloigner du terrain, parce que le terrain ne raconte pas ce qu'on avait imaginé avant d'y aller, c'est sûr que ça a été un travers de la presse. C'est un travers qu'il était d'autant plus difficile pour la presse de corriger, qu'il y avait une forme d'uniformité à la fois dans la manière de penser, mais également sociologique, donc dans la manière de réagir sur tous les sujets. C'est un petit peu là aussi en train de s'ébranler par le fait qu'il y a un rééquilibrage du pluralisme en fait dans les médias.
d'ailleurs, à mon avis, rééquilibrage que l'on doit beaucoup au courage de certaines personnes, mais également à l'irruption des réseaux sociaux en fait dans le débat public. Et ça, c'est sûr que c'est un travers. Et je pense que nous, ce qui doit nous préoccuper en permanence, c'est de pas tomber dans le travers inverse. C'est que souvent, on a tendance à se moquer, et je suis la première à le faire, des gens qui résument n'importe quel sujet aujourd'hui en disant c'est plus compliqué que ça, mais il faut quand même admettre que parfois la réalité est quand même plus compliquée que les idées, même justes d'ailleurs, qu'on se fait de la réalité, et donc je pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait un bon équilibre entre le raisonnement et le reportage, et notamment la transformation, on va dire même télévisuelle de la presse ces dernières années a coupé parfois beaucoup de journalistes, et notamment des éditorialistes, du terrain et de la réalité des faits. Ils n'avaient plus besoin même de s'en préoccuper. Donc ça, c'est sûr que ça a été un travers. Et nous, l'exigence, j'espère qu'on se fixe, c'est de ne pas tomber dans ce même travers, même à l'inverse, quoi. Et comment vous expliquez ce manque de pluralisme aujourd'hui qu'on peut retrouver dans les médias? Est-ce que ça tient à leur mode de financement, à leurs actionnaires, à la manière dont ils touchent des subventions, à la sociologie des journalistes? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Moi, je pense que le facteur principal, en réalité, c'est vraiment la sociologie des journalistes. C'est-à-dire, en gros, j'ai une théorie depuis quelques temps, mais qui n'a pas été vraiment infirmée par ce que j'observe. C'est que, en fait, aujourd'hui, pour être journaliste, il faut remplir plusieurs conditions. Avoir l'idée déjà d'être journaliste quand on est jeune, donc faut évoluer dans un milieu en fait qui s'intéresse aux choses de la presse, faut que ses parents soient abonnés à des revues, des journaux, etc. Et qui culturellement s'intéresse à ce genre de choses. C'est vrai, il n'y a pas une ubérisation du journalisme aujourd'hui Honnêtement, non, il y a les réseaux sociaux qui font tourner beaucoup d'articles, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que je pense qu'on a envie d'avoir cette vocation, pas parce qu'on lit du 20 minutes gratos ou parce que on voit défiler sur son fil d'actu des news de journaux, c'est parce qu'en fait on a pris l'habitude chez les parents de lire Les Inrocks, Télérama, de trouver que c'est bien fait, je prends à dessein ces deux exemples parce qu'en réalité la population de gens qui sont abonnés à de la presse aujourd'hui quand même globalement c'est en gros des classes moyennes supérieures qui très souvent évoluent dans un environnement culturel un peu marqué à gauche et qui auront les moyens de payer des études à leurs enfants de journalisme. Il faut savoir qu'une école de journalisme coûte assez cher et pour le dire en gros de manière très schématique et volontairement un peu caricaturale, mais le gilet jaune de la périphérie de Perpignan, il n'aura pas l'idée, parce qu'il n'aura jamais vu un journal de sa vie, il n'aura pas du tout l'idée de faire une formation qui lui coûtera 7 500 € par an, et personne de son entourage ne l'encouragera à le faire. Donc vous avez à la fin une sélection naturelle en réalité qui s'opère et qui fait que dans les écoles de journalisme qui sont beaucoup parisiennes, enfin pour la plupart parisiennes, arrivent des enfants de cette classe sociale. Je leur interdis pas d'être journaliste, hein, c'est pas le sujet, c'est juste qu'il y a une endogamie sociale qui Et vous avez fait des écoles de journalisme d'ailleurs? Ouais, mais moi j'ai vécu ça dans mon école en fait, voilà. Et Charlotte aussi, un peu moins en fait, parce que c'était choisi une école un peu moins dure, mais bon bref. Et donc du coup, moi je l'ai vécu dans mon école, ça m'a beaucoup frappé à l'époque, et en fait ça m'empêchait pas d'avoir des copains, etc. Les gens étaient très sympas et ils avaient des bonnes raisons de vouloir être journalistes. C'est juste que, en gros, il y a une surreprésentation d'une classe sociale qui existe de moins en moins dans ce pays. Donc en fait, vous avez des rédactions aujourd'hui, c'est assez intéressant de le constater, qui sont en fait, en gros, les jeunes qui en sortent sont des jeunes d'extrême gauche ou très à gauche, et qui correspondent vraiment à l'espèce de prototype du jeune engagé de toutes les luttes intersectionnelles. Et c'est pas le contenu de la formation des journalistes aussi qui joue? Honnêtement, le contenu, moi je peux en témoigner, je n'ai pas reçu de formation de journaliste pendant mes 2 années d'école, c'est-à-dire que je n'ai rien appris. C'est de la formation qui est essentiellement technique. Ça fait cher le néant quand même. Ça fait cher le néant et surtout c'est beaucoup de temps perdu, mine de rien. Heureusement, il y avait un terrain de foot à côté de mon école, donc j'ai utilisé mon temps comme ça, mais en réalité, on apprend dans les écoles essentiellement des choses techniques, c'est-à-dire se servir d'une caméra, enfin ce que vous avez fait ici, de ce que j'ai vu en tout cas, se servir d'un Agra, c'est le truc pour enregistrer les interviews à la radio, des techniques d'écriture. Moi j'ai eu des profs qui m'ont appris des techniques d'écriture super, mais ils n'ont pas fait de moi un journaliste de droite, pas du tout. Et en fait, il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas de culture génère, il n'y a pas d'histoire. Moi j'en ai pas eu du tout, j'ai vraiment eu que de la technique. Et donc tout ça pour dire qu'à la fin, vous avez des rédactions qui sont de ce modèle-là, dans ce moule-là. Donc ça fait en fait des contenus éditoriaux très marqués à gauche. En tout cas marqués à gauche, plus marqués à gauche que ne l'est réellement l'opinion, la moyenne de l'opinion française. Et ensuite, il y a un autre phénomène, c'est pourquoi il y a autant de médias de gauche. Là, en effet, ça tient à la volonté des gens qui investissent dans les médias de les colorer comme ça. Mais en fait, en réalité, je pense que c'est beaucoup moins, ça joue beaucoup moins que ce que je viens de décrire juste avant. Et après, si Xavier Niel, Mathieu Pigasse et comment il s'appelle, Alain Minc ont envie d'investir dans le monde, dans les
inrecuptibles dans l'Obs pour en faire des journaux de gauche et que ça reste des journaux de gauche, moi j'ai aucun problème avec ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas de rééquilibrage de l'autre côté parce que c'est mal vu aujourd'hui dans le business par exemple d'investir dans un média de droite, donc des gens qui pourraient avoir le même type de fortune et avoir la même envie vont se cacher pour que leurs affaires continuent, etc. Donc vous avez cette espèce d'écosystème qui favorise pas vraiment le fait qu'il y ait un pluralisme. Et après, désolé de le dire, mais le pluralisme dans le privé, moi je trouve qu'il existe de plus en plus et que c'est une bonne nouvelle. La vérité c'est que là où on doit se battre pour le pluralisme, c'est dans le secteur public parce qu'il est financé par nos impôts à tous. Et là pour le coup il n'existe pas du tout de manière quasiment assumée, notamment sur France Inter, et après j'arrête de parler d'eux, mais France Inter, France Culture. Moi je suis allé une fois sur France Culture pour une émission sur les médias pour parler de valeurs actuelles, et le médiateur de France Culture a reçu pendant une semaine des courriers d'insultes parce que j'avais été invité. C'est-à-dire que même les auditeurs de France Culture sont des gens radicalisés en fait. Et donc à la fin je pense que c'est là que le combat devrait se mener sur le pluralisme, beaucoup plus que d'embêter les journaux. Moi je lis les journaux de gauche par exemple et je trouve qu'ils font bien leur boulot, c'est avec une coloration, etc. Et pour terminer sur la question d'avant en fait à laquelle j'ai pas répondu, c'était parce que tu ne l'as pas posé, c'était que en fait, je pense que sur la manière dont on est objectif ou pas, etc. En fait, on fait le même métier nous que par exemple nos confrères de l'Obs ou que les journaux de gauche. Je vais prendre un exemple très concret. Quand il y a l'attentat de vendredi dernier, nous, Valeurs Actuelles, on va écrire comme le premier titre du premier papier qu'on ait fait, que Charlotte a fait d'ailleurs elle-même, c'était un professeur décapité. Je sais plus ce qu'on disait après, mais en gros, c'était une information factuelle qui disait que l'enseignant était donc un professeur, qu'il avait été décapité, qu'il avait un caractère terroriste. Dans la même séquence, Mediapart va faire un papier que vous avez sans doute vu passer sur un de ses blogs pour dire la police abat de sang-froid un homme qui n'était pas armé après une attaque terroriste. Donc avec deux choses qui sont vraies, vous dites des choses de manière ultra différente. Et à la limite, qu'il y ait des journaux de gauche qui choisissent de traiter l'information différemment, ça ne me dérange pas, au sens où on peut leur répondre, on peut critiquer leur intention, etc. Ce qui fait la grosse différence entre eux et nous, la plupart du temps, c'est que nous, on assume, on dit exactement qui on est, on passe notre vie à expliquer quel est notre projet éditorial, dans quelle famille de pensée on s'inscrit, et qu'on assume complètement, justement, une subjectivité. Comme ça, les lecteurs sont très à l'aise avec ce qu'ils ont entre les mains, ils savent très bien ce qu'ils viennent chercher, et on prend personne en otage, et on est lu parfois par des gens de gauche qui trouvent ça intéressant. Macron l'avait dit d'ailleurs, intéressant de savoir ce que pense la droite ou ce que pensent des gens de droite. Et en face, en revanche, vous avez des gens qui prétendent à l'objectivité. Et là, pour le coup, vous trompez tout le monde, et moi, c'est ça que je leur reproche. D'accord. Mais au-delà de... Alors, vous dites c'est la sociologie des journalistes. Manifestement, vous affirmez que ça ne vient pas des directions et des profits, finalement, des gens qui détiennent la presse, ou en tout cas, pas autant que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a une forme aussi d'autocensure entre les journalistes, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres formes de pression? Je ne parle pas sur le plan légal ou moral, mais notamment, vous avez mis en avant cette polémique autour des annonceurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que ça, pour le coup, c'est parfaitement déterminant. Absolument, ça c'est quelque chose de très lourd. Pardon Charlotte, tu vas parler après. Et, en fait, en gros, nous, ce qui nous est arrivé, moi j'ai découvert d'ailleurs l'existence de ce qu'on appelle du coup les Sleeping Giants, enfin c'est eux qui s'appellent comme ça à ce moment-là. Avant je connaissais pas, ça m'avait pas intéressé plus que ça. En gros, ce sont des gens, des activistes en fait, qui essentiellement sur les réseaux sociaux, ça vient des États-Unis mais qui maintenant existent en France, alertent des annonceurs en leur disant vous êtes présent dans telle publication qui vient de dire telle chose avec laquelle on n'est pas d'accord, qui est horrible, etc. Donc, en gros, on vous somme d'arrêter de financer ce média de haine islamophobe, etc. Et donc, en fait, on pourrait en rire, sauf que ça marche super bien. Ils organisent des campagnes de harcèlement des marques en question, etc., qui, une fois qu'elles sont interpellées publiquement, notamment sur Twitter, c'est là que ça se passe la plupart du temps, se sentent obligés de dire pardon, on n'était pas au courant. Et je précise pourquoi ils ne sont pas au courant, c'est parce qu'en fait, le système de la pub sur Internet, en fait, c'est quelque chose qui échappe un peu à l'entendement. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre quand je l'ai appris. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui payent des plateformes qui ensuite redistribuent leurs pubs sur des sites d'information. Donc, en fait, il est vrai qu'un annonceur peut ne pas être au courant qu'il est annonceur chez nous, par exemple. Et donc, il le découvre parce qu'il est interpellé sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il y a deux types de réactions. Il y a il fait du business et il veut parler à notre public parce qu'on a un public très large, donc il fait la sourde oreille et il décide de faire qu'on s'en fout, c'est Twitter, ça intéresse personne. Et puis il y a une autre réaction qui est quand même assez partagée, qui est assez massive, de gens qui disent, qui envoient leur community manager s'excuser auprès des Sleeping Giants en disant on n'était pas au courant, on est désolé, bien sûr on fait tout pour que ça s'arrête. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc nous on a vu à un moment donné, c'était l'année dernière. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on avait fait à ce moment-là pour
pourquoi ça nous est tombé dessus à ce moment-là, je sais plus. On n'avait rien fait de mal, je crois, et en tout cas pas pire que d'habitude. Et donc on a cette campagne et on voit des annonceurs s'en aller, annoncer qu'ils s'en vont, etc. Et on voit qu'on perd des clients en fait. Et donc en fait. Et j'imagine, pardon, mais juste que c'est substantiel, j'imagine sur le plan financier pour un journal. En fait, si demain on perd notre pub sur Internet, alors c'est quelque chose de récent pour nous, notre business model ne dépend pas de ça. Mais si on perd demain la publicité sur Internet, évidemment en fait que c'est pour nous substantiel. Je vais le dire pudiquement. Mais en fait, on est une entreprise aussi, on a un business model, on a besoin de toutes les sources de revenus possibles. Donc on vit évidemment grâce à nos abonnés. Mais le sujet, c'est que c'est vital, quoi. Donc ça paraît cohérent que ça puisse être un moyen de pression assez important. C'est un moyen de pression important. Ça l'est beaucoup plus pour d'autres médias que pour nous. En réalité, nous on a vraiment la chance de dépendre de nos lecteurs essentiellement. Mais à la fin, bien sûr, c'est hyper important. Et donc nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire la même chose qu'eux. Donc on a créé, c'était pas mon idée, mais j'ai trouvé que c'était marrant. On a créé ce qu'on a appelé le mur de la honte, où on a affiché sur notre site du coup le nom des annonceurs qui quittaient CNews, Boulevard Voltaire et nous. Je crois qu'il y avait que nous trois qui étions concernés à l'époque. Et on a fait clignoter telle boîte est partie, telle boîte nous a lâché, etc. En faisant des captures d'écran de leurs tweets d'excuses, etc. Et en fait, on a constaté que pas mal de boîtes revenaient parce qu'elles préféraient ne pas être sur le mur de la honte que c'est, enfin voilà, donc elles avaient choisi leur compte, en tout cas une partie d'entre elles. Donc à ce moment-là, ça a fait rigoler beaucoup de monde et puis les gens se sont dit c'est incroyable quand on répond, ça marche. Pas intégralement non plus, quoi, faut pas être dupe. Et on n'a pas trouvé encore de meilleure riposte pour l'instant, mais il y a une vraie menace et ces gens-là, en gros, agitent la censure comme le besoin. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'était cette volonté de couper les vivres pour faire taire des gens qui nous déplaisent plutôt que d'argumenter sur le fond. Moi, je veux bien débattre quand ils veulent avec des Sleeping Giants. C'est juste que les mecs sont des lâches, ils sont anonymes. Grâce à Twitter, on sait jamais qui ils sont. Si on porte plainte, on mettra 4 ans avant de récupérer une adresse IP qui doit probablement être sur un VPN, donc on saura jamais qui c'était. Bref, pour toutes ces raisons, c'est un combat qui est complètement inégal. Ce qui s'est passé sur CNews, je crois d'ailleurs également, Ferrero a retiré ses... Nutella, bien sûr, c'était le Nutella Gate. Le Nutella Gate, ouais. Voilà, retirer ses publicités au moment de l'émission de Zemmour. Voilà. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que de dire c'est ce qu'a fait CNews aussi, on s'en fout, on continue, quoi. Parce que si on commence à réagir en arrêtant de faire ce qu'on fait parce qu'on a peur de mourir économiquement, c'est terminé. Et là, pour le coup, il y a une vraie menace qui est grave et tout le monde s'en fiche. Et alors, pour continuer là sur ces moyens de pression, alors vous êtes tous les deux chroniqueurs télé, mais quel est le rôle du CSA, dont on entend beaucoup parler, dans cette censure ou dans la défense de la liberté d'expression ? Je vous promets qu'après Charlotte va beaucoup plus parler, je suis désolé, mais c'est des questions qui me concernent plus directement. Le CSA, en fait, moi tous les patrons de chaînes de télé à qui j'en ai parlé m'ont tous dit ça sert à rien, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, c'est une catastrophe, faudrait le virer, c'est scandaleux. Il y a 1 an et demi, j'ai assisté à une réunion à Matignon avec Édouard Philippe à l'époque, paix à son âme, et Franck Riester, le ministre de la Culture, qui était une réunion pour encadrer la création d'une charte de déontologie des journalistes. C'était une lubie de je sais plus qui à l'époque, et je crois le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, le mec, son nom c'est une lettre en fait, c'est marrant, comme ça que je m'en rappelle. Et donc du coup il voulait faire une charte de déontologie des journalistes, et en fait c'est absolument scandaleux d'encadrer la déontologie qui pourtant repose sur des choses simples, genre dire la vérité et pas mentir, quoi. Et donc la profession avait unanimement gueulé auprès du gouvernement, et on avait été reçus, donc enfin les patrons de chaînes et les patrons de journaux et de radio, on avait été reçus par Édouard Philippe et Franck Riester pour nous apaiser notre colère. Et donc pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans la position du syndicat qui vient gueuler à Matignon parce qu'il n'est pas content. Et évidemment c'était une idée à la con, donc du coup Édouard Philippe avait balayé le truc extrêmement vite, mais dans cette réunion des patrons de grandes chaînes, et je vais pas leur faire l'injure de raconter qui c'était, mais en fait ils étaient tellement tous d'accord qu'en réalité je peux dire que tout le monde avait soutenu le truc, avait dit et tant qu'on y est il faudrait supprimer le CSA, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt, ça sert à rien, c'est scandaleux sur le plan déontologique qu'on soit surveillé par ce truc qui a aucune légitimité, etc. Et en fait je m'étais dit qu'ils étaient assez courageux de le dire parce que c'est pas très politiquement correct de le dire, et que par ailleurs ils avaient complètement raison. En fait c'est vraiment un organe est créé ex nihilo de nulle part, qui n'a aucune légitimité et qui en fait reçoit du coup les plaintes que les téléspectateurs mécontents font quand Éric Zemmour passe à la télévision. En gros, ça sert plus que à ça, le CSA. Et la vérité, c'est que je crois qu'il y a que pour Zemmour qui sont. Et quels sont leurs moyens de pression, d'action? Je sais pas. Après, ils font des rappels à l'ordre, ils font des mises en demeure, etc. Et en fait, la vérité, c'est que pourquoi ils font peur, c'est parce que ils sont décisionnaires.
dans l'attribution des canaux pour les chaînes de la TNT. Donc je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes une chaîne d'infos, vous avez envie Ah oui, d'avoir c'est eux qui décident in fine, d'accord. Exactement. Donc du coup là ils ont un moyen de pression énorme, donc on les critique, enfin moi je m'en fous parce que j'ai pas de chaîne de télé, mais on les critique pas trop parce qu'à la fin c'est avec eux que ça va se passer quoi. Donc dans leurs attributions, d'ailleurs on les connaît très mal, il y a plein de choses, des choses qui font très peur, des choses qui font rien, enfin qui font pas peur mais qui sont pas contraignantes mais qui sont juste embêtantes, et voilà ils insistent là-dessus, enfin ils se servent de leur pouvoir pour avoir de l'influence sur le reste. Après et vous avez déjà vu des rappels à l'ordre absolument scandaleux du CSA ou vécu directement de ce genre de choses? En fait moi, quand Charlotte pourra parler, du coup, on pourra... Non, mais moi, je me souviens d'un truc en particulier. Bon, il y a effectivement Éric Zemmour qui cristallise surtout ce qui est étonnant dans la manière dont réagit, ou en tout cas où intervient dans le débat public le CSA, c'est qu'il décide sur quoi ils agissent ou pas, et c'est complètement indépendant du nombre de saisines du CSA par les téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il y a une chronique, par exemple, à la télévision qui peut valoir un nombre incalculable de signalements de la part des téléspectateurs sur lequel le CSA ne va pas réagir, et d'autres sur lesquels il réagira à partir de trois choses. Je me souviens d'un truc en particulier parce qu'il y avait effectivement, le CSA avait été sommé de dire combien de personnes avaient réagi, et en fait il y en avait 2 ou 3 je crois, et c'était un clip qui était passé il y a quelques années, un clip de pub qui passait à la télévision et qui s'appelait Chère future maman, et ça venait des États-Unis en fait, et c'était une publicité dans laquelle on voyait des mères d'enfants trisomiques, et les enfants trisomiques parlaient à leur mère, et en gros l'idée c'était que les enfants disaient à leur mère mais t'inquiète pas, j'ai juste besoin de ton amour, etc. Et c'était tout ce qui était mis en scène dans le clip. Et en fait, il y avait 2 personnes qui avaient réagi en disant que c'était scandaleux parce que c'était une pression qui était mise sur les mères qui étaient potentiellement enceintes d'enfants trisomiques. Il y avait eu 2 ou 3 signalements, je crois, vraiment pas plus. Et le CSA avait ordonné, exigé l'interdiction de cette publicité qui avait été immédiatement retirée des chaînes de télévision. Et par ailleurs, il y a d'autres chroniques qui ont valu des milliers de signalements et sur lesquels le CSA n'a pas daigné réagir. Et par ailleurs, qu'il y ait 3 signalements ou 1000 signalements, qui est le CSA en fait pour dire que ça c'est autorisé ou pas dans une télévision. Et en plus, ils ont un pouvoir dans les médias publics, mais également sur les médias privés. Ils peuvent réagir de ce qui est dit également sur des radios ou des chaînes de télévision privées. Donc c'est vrai qu'on se demande qui sont ces gens, pourquoi, en fait, d'où ils sortent. En tout cas, c'est une interaction dans le domaine public qui est clairement politique, en fait. Donc c'est surréaliste. Et quelle est, du coup, la part aussi de l'influence des subventions publiques? On reproche beaucoup aux médias, enfin ça c'est régulier dans le débat, le fait que beaucoup de médias vivent de la subvention publique. Est-ce que pour vous c'est un vrai levier d'influence, un vrai moyen de pression du gouvernement, ou est-ce que c'est largement surestimé? Alors pour nous, c'est pas du tout un moyen de pression parce qu'en fait, on n'a pas de subvention publique depuis, je crois, 2015. D'ailleurs, quand j'étais députée à l'époque, c'était sous François Hollande. Et j'avais protesté. C'est sympa. Voilà. Ça a servi à rien du coup. J'ai pas été très efficace sur ce coup-là, mais pas souvent à l'Assemblée, il faut bien le dire. Non, mais du coup, merci quand même. Non, mais en fait, nous, c'est simple. C'est Fleur Pellerin, à l'époque ministre de la Culture, qui a pris un décret pour demander que les publications condamnées pour incitation à la haine raciale soient exclues d'office des aides à la presse. Et en fait, on était la seule publication condamnée pour incitation à la haine raciale. Je précise que c'était pas moi, c'était mon que pour la haine raciale, pour le reste. C'était la seule chose, bien sûr, exactement. Et donc en fait, nous, on a été privés d'aide à la presse. Alors là, encore une fois, on a de la chance. Notre business model repose quand même essentiellement sur l'adhésion de notre public, de nos lecteurs, à ce qu'on raconte. Donc ça nous a pas empêché de continuer, de vivre, etc. Mais donc je suis par contre très à l'aise pour en parler. En fait, moi, je suis pas fondamentalement scandalisé par le principe des aides à la presse. Nous, par exemple, on en touche une indirecte parce qu'on a des tarifs postaux préférentiels pour servir nos abonnés qui sont évidemment pas à Paris, quoi. Et donc, je suis pas fondamentalement choqué par ça. Je suis juste choqué par une dimension, et donc je pense pas que ce soit un levier d'influence parce qu'en réalité c'est équitablement réparti. Comment dire, si vous enlevez les subventions à la presse pour tout le monde se trouve au même, tout le monde baisse d'un cran de la même manière en réalité. C'est assez équitable. Donc du coup ça changerait pas fondamentalement, s'il y avait pas d'aide à la presse, ça changerait pas fondamentalement. L'humanité disparaîtrait, Libération probablement aussi. C'est ça que j'allais dire, c'est que la seule chose qui est un peu choquante, c'est ça permet à certains journaux qui n'ont pas de lecteurs
peur, pas de public ou plus assez en tout cas, de survivre. Alors que moi je pense que le seul juge de paix ça devrait être en fait est-ce qu'il y a des gens qui vous achètent pour lire ce que vous avez à dire. Puis la fraude à la TVA de Mediapart, je crois que manifestement ils n'ont pas eu à rendre des comptes. Alors ça c'est autre chose, c'est pas une aide à la presse, mais je suis d'accord. C'est indirect du coup si de nous, fait. Si nous on faisait de la fraude fiscale à Valeurs Actuelles pour s'arranger avec les impôts et qu'on justifiait ça comme Plenel l'a fait, je pense qu'on serait fusillé en fait. Oui, Plenel l'a fait au nom de la liberté de la presse. Bien sûr, évidemment. D'accord. Et alors pour revenir un peu au cœur du sujet, parce que maintenant c'est vrai que le slogan affiché pour défendre la liberté d'expression, c'est le fait d'être Charlie. Est-ce que vous, à la rédaction de Valeurs Actuelles, vous êtes Charlie ? En fait, moi je crois que c'est une erreur énorme qui a été faite, en l'occurrence par François Hollande à l'époque, largement repris, hein, tout n'est pas sur ses épaules. Mais au moment où il a dit ça, en fait pour faire comprendre à tout le monde à quel point ce slogan est extrêmement réducteur et même assez faux, il avait dit la France est Charlie à l'époque. Si cette horreur s'était passée dans les locaux de Valeurs Actuelles, je pense pas que ce slogan serait né aussi naturellement en fait. Ou pour prendre un autre exemple, plus récemment, ce professeur qui a été assassiné, il y a eu ce slogan qui est sorti en disant « Je suis prof ». Au moment de l'égorgement du père Hamel, personne n'a eu l'idée de dire je suis prêtre, place de la République, quoi. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose d'absurde, il y a une identité en fait à laquelle on nous assigne et qui est complètement absurde. Et Dieu merci, il n'y a pas besoin d'être Charlie, c'est-à-dire de prendre la ligne éditoriale de Charlie pour identité, pour être horrifié par ce qui s'est passé, défendre évidemment leur droit à vivre tout simplement avec ce qu'ils disent et avec ce qu'ils défendent. Mais maintenant il y a une ligne éditoriale de Charlie Hebdo qui est l'exact contraire de la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles depuis toujours, donc ce serait quasiment hypocrite et absurde. En fait, ça n'a absolument aucun sens de prendre pour soi une identité, et Dieu merci précisément, on peut défendre des gens sans en arriver même à ces extrémités de mort qui s'est passé à Charlie Hebdo. On peut défendre le droit à exister de gens qui ne pensent pas la même chose que nous. En tout cas, nous, on en est capable. Si Geoffroy Laganerie a plus de mal, c'est son problème. Et en fait, ce qui me gêne particulièrement là-dedans, c'est que du coup, précisément, on assigne les gens à être Charlie ou à n'être rien, en fait, ou à être carrément du côté des terroristes, alors qu'on peut effectivement ne pas aimer la ligne éditoriale de Charlie, la combattre sur certains sujets, ne pas sentir que son identité se résume dans son combat contre eux. Ils l'avaient dit eux-mêmes dans un édito récent, dans la bataille qu'ils ont menée toute leur vie contre l'État, la nation, l'armée et Dieu. On peut avoir envie de défendre ces choses-là et pourtant défendre le droit de la rédaction de Charlie Hebdo à vivre. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement pervers en fait là-dedans, c'est qu'on nous fait prendre une identité qui est complètement factice et qui de fait n'est pas la nôtre aujourd'hui, ce qui nous empêche absolument pas évidemment de condamner à la fois le terrorisme et ses méthodes, et même beaucoup plus largement ce qui a mené, et on l'a vu dans le dernier attentat, toute la nébuleuse qui précède l'acte terroriste lui-même. Je pense qu'on peut avoir parfois des combats en commun, on peut accepter l'existence de gens qui ne pensent pas du tout la même chose que nous dans le pays et leur existence nécessaire, enfin en tout cas possible dans le pays, ne rien leur contester de leur droit à être, mais certainement pas avoir besoin de prendre leur identité au moment de les défendre, quoi. Oui, évidemment, à ceci près que cette présentation que vous faites, je ne suis pas sûre qu'elle soit très largement partagée, ou en tout cas appliquée par un certain nombre de confrères journalistes à gauche qui manifestement n'ont pas... Et c'est pour ça précisément que je prends l'exemple de Valeurs Actuelles, parce que j'ose espérer, on va arrêter de prendre cet exemple, ça va finir par nous porter malheur, mais mais si jamais ça arrive à des gens avec lesquels la profession dans son ensemble n'aurait pas l'idée de s'identifier immédiatement, j'espère que ça les empêcherait pas de dénoncer l'horreur avec exactement la même fermeté en fait. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple à dessein, parce qu'il résume tout, et il est absolument insupportable en fait de dire soit vous êtes Charlie, soit vous êtes les terroristes. Non seulement c'est insupportable, mais en plus je pense que c'est extrêmement contre-productif pour beaucoup de gens, et du coup c'est quasiment dangereux en fait. Et puis par ailleurs, quand se poursuit la chose et qu'à la fin en fait on est Charlie ou on est terroriste, je sais pas, les débats sont toujours sur des mots et des abstractions permanentes, alors que et en fait à la fin ça fait 5 ans qu'on essaie de définir précisément qu'est-ce qu'on veut défendre, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est prêt à mourir, parce qu'on en est là en fait. La question qui nous est posée est celle-ci, et que personne n'arrive à nous donner des réponses. On meurt pour des valeurs complètement abstraites, on nous parle en permanence des valeurs de la République d'un côté et de la laïcité de l'autre, et encore une fois ce ne sont pas des choses charnelles
charnelles, ce ne sont pas des choses pour lesquelles on se lève le matin et pour lesquelles on est prêt à mourir. Ce sont des cadres d'exercice d'un côté d'un gouvernement, de l'autre des religions dans la société, et ce ne sont absolument pas des raisons de vivre. Donc c'est pour ça en fait que je pense que c'est important d'insister justement sur ce vocabulaire, d'abord parce que le vocabulaire est extrêmement important justement dans l'hégémonie notamment de la presse, et ça depuis des années, et je pense que c'est un combat que nous, conservateurs, pour faire vite, avons un peu lâché pendant longtemps, et du coup on a du mal à ramer à contre-courant, notamment sur ce terrain-là. Et en plus, il faut pas avoir peur de dire que non, les mots ont des définitions, les mots ont un sens, et qu'il n'y a pas, on va pas m'assigner d'identité, moi, pour me permettre de me positionner de manière pourtant extrêmement claire, je crois, vis-à-vis des terroristes. Oui. Et l'ironie de l'histoire étant qu'au moment d'ailleurs du procès contre les complices des meurtriers de Charlie, donc au moment où on faisait de nouveau cette grande communion autour de Charlie, la liberté d'expression, vous viviez une toute autre histoire autour de la polémique Obono, affaire Obono, je sais pas, l'Obono Gate, comme on pourrait pour reprendre l'expression de Geoffroy. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur cette polémique, nous expliquer ce qui s'est joué derrière ça? Et au-delà du contenu de la polémique, de peut-être décrypter un peu la mécanique qui s'est mise à l'œuvre et qui a finalement été le moyen de pression pour faire taire des gens qui librement ont envie de pouvoir s'exprimer ou faire de l'humour, de l'ironie, de la caricature, de la fiction. En fait, très rapidement sur le contenu de la polémique, en gros, nous on fait tous les étés des fictions avec des personnages réels qu'on balance dans des réalités différentes. En l'occurrence, il y a 2 ans par exemple, on mettait... Dans le passé, ouais. Non, justement, il y a 2 ans, on avait fait autre chose. On avait mis Philippe de Villiers, entraîneur de l'équipe de France de foot, Jean-Marie Le Pen, maire de Paris, et on montrait là une réalité un peu déformée avec des personnages marrants. Cette année, on les balançait en effet dans le passé, et pour montrer soit l'absurdité de leur positionnement, soit l'absurdité de l'époque, etc. Donc je prends d'autres exemples volontairement. On a envoyé François Fillon au temps de la Révolution vivre un procès révolutionnaire et être menacé, conduit jusqu'au pied de la guillotine. On a envoyé Nicolas Hulot à la cour de Charlemagne pour montrer que l'écologie n'a pas attendu Nicolas Hulot pour être défendu, etc., etc. Et en fait, dans le cadre de Daniel Obono, l'idée c'était évidemment en gros de montrer, en prenant un porte-parole des thèses indigènes, un relais des thèses indigénistes en France, de montrer en fait l'absurdité de leur thèse sur l'histoire de l'esclavage notamment. En gros, leur discours consiste à dire que l'occidental a opprimé l'Africain de tout temps, et notamment par l'esclavage, et que maintenant il faut qu'il paye, il faut qu'il paye cher. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, et qu'on a entendu de plus en plus, notamment après les émeutes, et après Black Lives Matter, et après les émeutes l'affaire Traoré, etc. au mois de juin. Et donc nous, on prend une des porte-paroles de cette mouvance-là, et on dit voilà, c'était ça, l'esclavage au XVIIIe siècle en Afrique, et il n'y a pas de solidarité entre Africains, etc. Non, ils se sont esclavagisés entre eux. Aussi, il n'y a pas que ça, mais il y a ça existe. C'était ça l'idée. Après, la polémique se fait à partir je vous passe les détails, mais en gros d'un dessin qui illustrait le texte, qui montrait du coup Daniel Obono réduite en esclavage, et dessin évidemment extrait de son ensemble parce qu'il était au milieu d'une planche, etc. Montré sur les réseaux sociaux, tous les ingrédients diaboliques de la polémique sont là, avec la France insoumise qui s'en empare, Mélenchon, Obono, enfin bref, tout le monde qui commence à se victimiser, etc. Ce génial stratège qui est Emmanuel Macron, qui fait savoir qu'il a appelé Daniel Obono pour lui dire qu'il était extrêmement triste, etc. Et en fait, ça en gros c'est le lancement de la polémique. Et après, le plus intéressant en fait, maintenant à tête reposée, parce que je reconnais, moi j'ai pas vécu le truc super bien, et j'étais un peu dans le feu de l'action, etc. Mais maintenant que c'est un peu passé, je trouve qu'une des choses les plus intéressantes, c'est en effet de voir comment les mâchoires de la censure et de la mort sociale se mettent en place. Et en fait, c'est très simple. Déjà, on vit dans une époque de l'indignation permanente. Il faut avoir un sujet d'indignation quasiment par jour. Et ce jour-là, c'était nous. Donc, tout le monde s'est senti obligé de prendre parti sans avoir lu, puisque comme c'est une par jour, on n'a pas non plus des heures à y consacrer. Donc, du coup, on prend parti très vite, très rapidement, et de manière ultra tranchée. Moi, j'entends par exemple les gens qui m'ont dit non, mais j'ai compris, votre truc était très bien, aucun problème. Par contre, je trouve le dessin pas très malin. Je comprends très bien qu'on me dise ça, mais l'immense majorité des réactions, ça a été gros connard de raciste, ou alors pourquoi ils se sont excusés, ces abrutis, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils assument et qu'ils le refassent la semaine d'après. Bon, et en fait, donc la première chose c'est ça, c'est l'indignation. Ensuite, la condamnation par une classe politique objectivement vraiment lâche,
et inculte. Vous avez eu peu de soutien finalement. Mais c'est marrant parce que j'ai eu peu de soutien, si je dois même rentrer dans le détail, j'en ai eu 0 je crois au RN. Je parle de soutien public ou privé, hein, c'est-à-dire le petit texto sympa qu'on reçoit, etc. Pour être juste, il me semble que Jordan Bardella pas moi. a fait une déclaration pour... alors c'est marrant, genre, si vous voulez polémiquer avec moi, je connais un peu... mais non, mais il a fait 2 déclarations, une extrêmement violente contre nous et une pour corriger le tir après. Et bon, bref, non, mais je suis assez chaud sur le sujet. Hein. J'ai essayé d'être juste, mais ok. Non, mais ça n'arriverait pas. Donc voilà. Ensuite, à droite, moi j'ai compris l'état de mort cérébrale de la droite à cette occasion, parce qu'il y avait tout simplement personne, quoi, à part, personne en fait, sauf 3-4 personnes qui en privé ont été sympas, mais bon, ça aide pas beaucoup, quoi. Et il y a des gens en fait au gouvernement, ça veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais des gens comme Marlène Schiappa ou Gabriel Attal par exemple, qui ont été interrogés au moment où vraiment c'était dur, et à qui on a dit vous avez donné récemment une interview à Valeurs Actuelles, est-ce que vous recommenceriez si c'était à refaire? Et ces deux-là en l'occurrence, alors ça, les 3/4 du gouvernement nous ont évidemment tapé dessus, hein. Et ces deux-là en l'occurrence ont dit ouais je le referai, bien sûr, il faut parler à tout le monde, il y a aucun problème, je connais ces gens, ils sont bien, etc. Donc en fait on a eu des soutiens assez inattendus. Et donc du coup, c'est la deuxième phase, ouais. Pardon, ouais. Et après, la troisième phase qui est la plus intéressante en réalité, c'est cette époque veut organiser des morts sociales, veut des Halali, et elle se repaît de ça, de manière extrêmement gênante. En tout cas, moi, là en l'occurrence, c'était moi qui étais attaqué, donc du coup, je l'ai vraiment senti physiquement, quoi. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est Alain Finkielkraut qui me l'a dit, puis qui après l'a dit à la télévision, c'est qu'en fait, en gros, dans le même exemplaire du journal Le Monde, justement au moment de l'ouverture du procès des complicités des complices de Charlie des assassins de Charlie, il y avait un éditorial pour dire maintenant ça suffit, on en est arrivé là avec Valeurs Actuelles parce qu'on leur a trop souvent donné le micro, on les a laissés parler à la télévision, ils ont propagé leur haine, etc. Leurs excuses sont complètement hypocrites et maintenant il faut les faire taire, il faut qu'ils arrêtent de bosser. Et 3 pages plus loin, vous aviez une ode à la liberté d'expression. La France d'après Charlie, c'est plus que jamais, on peut tout dire, on a le droit de choquer, de critiquer, etc. etc., etc. Donc eux, ce sont les tartuffes numéro 1 et se sont vraiment comportés de manière peu confraternelle, dirais-je. Peu confraternelle. Et ensuite... Et ensuite, ce qui m'a vachement frappé, et ça m'a aussi touché personnellement, c'est qu'en fait, l'édito qui dit en gros coupez-leur le micro a été suivi des faits, parce que moi j'ai perdu un de mes jobs à la télévision. J'ai été viré, je crois, dans la journée. En fait, il y a eu une interview du PDG du groupe dans lequel je bossais qui a dit voilà, franchi une ligne rouge, machin, c'est terminé, on peut plus. Etc. Donc voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'en gros, l'injonction à se séparer des gens qui dérangent est suivie des faits quand même assez rapidement, et que le côté, écouter déjà la justification de quelqu'un qui a attaqué, ça n'existe pas. Croire à la bonne foi n'existe pas non plus. Quand on fait un procès d'intention, on n'essaie même pas de comprendre l'intention de la personne. Enfin, tout ça a été mélangé dans un pays qui, par ailleurs, se félicite d'avoir fait perdurer l'esprit Charlie. Moi, je suis désolé, j'ai constaté que 5 ans après, en fait, on avait perdu cette espèce d'irrévérence du côté, on a le droit de polémiquer, mais par contre, et surtout qu'en plus, on essaie de faire ça, nous, en général, en respectant les gens. C'est-à-dire que nos excuses à Daniel Obono, c'était une manière de lui dire, en fait, comprenez bien que c'est pas vous la cible, en fait. C'est vraiment le discours que vous propagez, etc. Et ben en fait, malgré tout ça, ça n'a pas empêché des gens de vouloir en fait boire le sang comme des vampires, quoi. Oui, sachant que manifestement, en plus, la mise à mort sociale, la mise au banc de la société, ça s'opère sur les questions d'identité, d'immigration, toutes les questions mémorielles, mais s'opère aussi sur tous les sujets dits de société, parce qu'on se souvient tous de la déclaration extraordinaire de cette féministe qui a le vent en poupe, dont j'ai oublié le nom, qui, à la radio, c'est ça, Alice Coffin, qui explique à la radio qu'elle trouve absolument scandaleux d'avoir été écartée de l'Acato à Paris parce qu'elle intervenait en tant que je crois qu'elle faisait un cours sur la liberté de la presse ou la presse, enfin les médias, je ne sais plus, parce que précisément elle sortait un ouvrage féministe qui expliquait qu'il fallait exterminer les hommes. Et dans le même temps, elle trouvait tout à fait normal qu'une autre universitaire ou une philosophe, je crois, en l'occurrence, c'est ça, elle, pour le coup, ait vu son intervention annulée à l'université. Donc on en revient au public-privé, parce qu'elle a été écartée de l'école privée. Là, en l'occurrence, elle a été écartée d'une école publique, cette philosophe, parce qu'elle avait pris position
contre la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Donc on voit bien qu'en plus, le périmètre quand même du politiquement correct est relativement large et va de la question de l'immigration aux questions de société au sens très large. Hein. Donc c'est assez frappant, mais au-delà de la question de la mise à mort sociale qui n'est pas un petit sujet, et puis de la pression médiatique, il y a aussi la question judiciaire. J'imagine que vous êtes poursuivi devant les tribunaux, si je ne m'abuse. Et donc on voit bien aussi que c'est la judiciarisation de la société. Qu'est-ce que vous portez, vous, comme regard en tant que journaliste sur cette judiciarisation, c'est très dur à dire ça, judiciarisation du débat et finalement l'arme qui organise la tétanie générale de se voir potentiellement condamné évidemment devant la justice. Puis condamné par le tribunal médiatique d'ailleurs avant même d'avoir été condamné judiciairement. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on sait bien que le temps de la justice n'est pas celui du temps médiatique et que la mort sociale n'a pas du tout besoin de la condamnation juridique pour faire son œuvre, en fait, et que probablement le procès, quand il aura lieu, intéressera moins, enfin ça dépend peut-être de son issue, que le tribunal médiatique lui-même qui s'est mis en place au moment de l'affaire Obono. Et pour revenir juste 3 secondes, en plus, c'est que la judiciarisation, d'abord, elle est extrêmement pénible parce qu'en général, elle intervient dans un débat de fond où précisément, je crois que nous n'avons jamais refusé d'avoir un contradicteur en face de nous, même dans nos colonnes, en fait, dans les colonnes du journal, jamais nous l'avons refusé. Et on imagine qu'en se situant sur le terrain précisément du débat, c'est sur ce terrain que ça doit rester de la même manière que la responsabilité politique doit rester sur le terrain de la responsabilité politique. Et en fait, c'est ça, tout le monde se plaint en permanence du pouvoir, compris les juges, mais d'abord, le législateur lui en donne de plus en plus en permanence. Et en fait, voilà, on déplore en permanence les conséquences de ce qui est évidemment mis en place et voulu en permanence. Le fait que les associations, et j'en terminerai avec ça sur ce terrain-là, mais que les associations puissent elles-mêmes saisir les tribunaux, que le parquet puisse lui-même se saisir d'une affaire. Oui, parce qu'évidemment, l'ICRA, SOS Racisme... Donc ces associations qui peuvent défendre elles-mêmes et saisir un tribunal au nom d'une personne qui n'a pas voulu porter plainte ou qui n'a pas jugé nécessaire de le faire sur le terrain du débat, ils le font à sa place. Et alors eux, comme en fait c'est leur raison d'être, ils le font toute la journée et en permanence. Oui, c'est ce qui justifie leur subvention publique. Exactement. Et une fois qu'est annoncée la volonté de porter plainte, forcément ça veut dire que c'est grave, puisqu'on s'imagine qu'au moment où on porte plainte, on est absolument persuadé du bien fondé de la plainte, ce qui n'est pas toujours le cas. Et justement dans cette affaire Obono, ce qui était absolument insupportable, c'est que qui veut peut trouver l'idée, le texte ou le dessin nul, absurde, mal écrit, mal fait, tout ce qu'on veut. Maintenant, pour revenir sur le terrain de l'honnêteté du début, les journalistes, bon, alors je parle même pas de ceux qui n'avaient pas lu le texte avant de le commenter, parce que là c'est carrément affligeant, mais même ceux qui l'avaient lu, tout le monde avait compris ce qu'a expliqué Geoffroy dans l'intention de ce texte, dans la volonté de la mise en scène, et honnêtement, pendant au moins la première semaine de cette polémique, on allumait la télévision, on avait l'impression que Valeurs Actuelles avait décidé de publier ce dessin tout seul, quasiment en une même, parce qu'il y a un montage qui circulait, on a l'impression que c'était la une du journal, comme ça gratos un matin en se levant pour attaquer précisément Madame Obono. Or, quiconque a lu le texte, a suivi ce qu'était cette fiction d'été, sait pertinemment au minimum quelle était la volonté de ce texte, quelle était la volonté justement de placer Madame Obono en plus dans le statut de victime au temps de l'esclavage, donc avec une dénonciation absolument sans équivoque de ce qu'était l'esclavage et de l'horreur que c'était. Et il aurait été au minimum du devoir d'informer, d'expliquer tout ça avant de dire ce qu'on en pensait. Et nous, on conteste à personne le droit de dire ce qu'il pense, à la fois de ce qu'on écrit ou de ce qu'on fait, et de rappeler par ailleurs que c'était une fiction, parce que nombre de papiers écrits dans cette affaire disaient l'article écrit avec le dessin de Madame Obono. Donc c'est vraiment le problème de la malhonnêteté, et on a compris à ce moment-là que certaines personnes sont malhonnêtes sciemment, parce que quiconque l'a lu sait qu'il est malhonnête en présentant les choses comme ça, se sert de ça pour attaquer en l'occurrence un titre pour 1000 autres raisons, quoi. Et donc c'est vraiment cette perversion dans à la fois la judiciarisation, mais avant ça dans la mise en place du tribunal médiatique qui est insupportable. Et par ailleurs que le parquet lui-même se saisisse
de ça et d'autres choses, on sent bien aussi que là, il y a une politisation même de cette judiciarisation. Pour prendre un exemple très récent, on a Monsieur Mélenchon qui nous a expliqué il y a 2 jours, tout à coup, qu'on avait un problème avec la communauté tchétchène, avec les Tchétchènes qui posent problème, parce que ça fait 2 fois qu'ils posent problème en France, a-t-il expliqué, hein, une fois à Dijon, et là, il y a un Tchétchène qui est impliqué dans qui a décapité ce professeur. Il nous dit, il y a un problème avec la communauté tchétchène. C'est le genre de choses, si ça avait été prononcé par quelqu'un d'autre, qui aurait pu déclencher immédiatement une ouverture d'enquête par le parquet, parce que nous n'avons pas le droit de dire la communauté, mais la plupart des, ou alors certains, ou alors oui, voilà, vous ne pouvez pas faire de généralisation. Et là, on constate que ça n'a choqué personne, parce qu'on a compris ce qu'il peut-être sans doute les gens ont compris ce qu'il avait voulu dire à ce moment-là, j'en sais rien, pour 1000 et une raisons, mais ce qui est sûr, c'est que même cette judiciarisation n'est pas équilibrée en fait dans le monde médiatique, la manière puisque dont c'est celui qui nous elle est occupe, mais dans le monde politique, c'est évidemment de la même façon. Et par ailleurs, ce qu'on a fait avec Madame Obono, très honnêtement, si on regarde ce qui a pu être dit ou fait sur Valeurs Actuelles, que ce soit des dessins, des chroniques, une manière de présenter le journal, une manière de pasticher les gens qui y travaillent, il y a eu des choses infiniment plus violentes, avec la volonté ferme de blesser les personnes et non pas le combat qu'elles portent, qui n'ont jamais fait réagir personne. Donc c'est ça qui est insupportable en fait dans cette sphère-là, quoi. Surtout si je ne m'abuse, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais qu'en l'occurrence, tout ce qui touche en principe à la fiction, à l'art, à l'humour, est normalement protégé bien davantage par la loi, et précisément on tolère dans ce domaine-là ce qu'on ne tolérerait pas dans un cadre, on va dire, sérieux. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir comment la gauche, elle s'empare de l'humour aussi pour se protéger. Enfin, on voit bien les humoristes, entre guillemets, qui sévissent notamment sur un certain nombre de médias du service public, qui toutes les semaines peuvent allègrement traiter les gens de fascistes, de nazis, d'Hitler, mais c'est de l'art, et donc évidemment à partir de là on ne peut pas attaquer sur le plan judiciaire précisément. Et donc, vous auriez dû être d'autant plus protégés, et c'est la même jurisprudence d'ailleurs qui peut protéger Charlie Hebdo, et qui du coup les protège de l'incitation à la haine, ou à la violence, ou à la discrimination. Voilà. Moi, dans la séquence, on m'a quand même expliqué les yeux dans les yeux, et on a vraiment prononcé cette phrase, vous n'avez pas, comme Charlie Hebdo, le droit de faire de l'humour, ou de la dérision, ou de la caricature, etc. C'est pourtant exactement ce qu'on fait, désolé, pardon d'exister, si on a envie de s'amuser aussi de temps en temps, ça reste permis, quoi. Et ensuite, sur la partie judiciaire, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai ce que tu dis, normalement, en fait, d'ailleurs, c'est ce que moi, quelques avocats m'ont dit au tout début de l'affaire, c'est une fiction, c'est pas attaquable, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout, vous n'aurez pas de soucis. Moi, pendant quelques jours, je me suis dit, c'est pas du tout un problème et tout. Après, j'ai été auditionné par la police dans cette affaire-là. J'avais strictement aucune raison de l'être, parce que je suis ni directeur de la publication, qui est un truc spécifique, ni auteur de l'article, ni le dessinateur. J'ai quand même été entendu par la police. J'y suis donc allé, et je me suis fait cuisiner pendant 2 heures sur mon intention au moment où je publie ce truc-là. C'est pour ça que je dis que c'est un procès d'intention, c'est qu'en fait, la police est aujourd'hui chargée d'investiguer sur mon intention, et demain, un juge va devoir trancher l'intention de Valeurs Actuelles dans cette séquence-là. Je trouve ça proprement surréaliste, en fait. Et alors là, on a parlé un peu de l'univers des médias au sens large, mais allons maintenant un peu du côté des réseaux sociaux, qui était depuis quelques années quand même justement l'espace de liberté retrouvée, d'expression retrouvée, de pluralisme, alors parfois évidemment excessif, violent, tout ce qu'on veut, vulgaire, voilà, mais en tout cas un vrai lieu de pluralisme et même d'information, parce que au-delà de Valeurs Actuelles, c'est vrai qu'il y a régulièrement des infos qui sortent par les réseaux sociaux, et on voit bien que manifestement ce phénomène dérange, et c'est très étonnant d'ailleurs, l'une des premières réactions qu'on a pu voir aussi à la suite de l'assassinat du professeur de Samuel Paty, de constater que certains élus, l'une des premières choses qu'ils disent, c'est que le problème en fait c'est les réseaux sociaux et c'est la violence des réseaux sociaux. C'est pas les personnes derrière les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Et donc toujours cette petite musique qui consiste à vouloir encadrer les réseaux sociaux, c'était le phénomène qu'on a vu avec la loi Avia notamment, donc lutter contre les propos haineux. Et donc, on comprend bien que derrière ce prétexte de la lutte contre la haine, la violence, le terrorisme, une volonté probablement d'encadrer davantage une parole libre des gens qui évidemment ne s'inscrivent pas dans l'idéologie dominante du gouvernement. Alors, quel regard vous portez justement sur cette censure un peu pernicieuse qui arrive par les réseaux sociaux et ce fameux ce contrôle des facts, des fausses nouvelles, pour le dire en français, parce que voilà, et notamment le fait, on apprend d'ailleurs, il a fallu un peu chercher pour trouver cette information, mais ça a quand même filtré le fait que des médias type Libé, Le Monde étaient aujourd'hui payés par notamment Facebook pour assurer ce contrôle des contenus. Est-ce que vous, si Valeurs Actuelles, Twitter ou Facebook vous embauchez pour contrôler le contenu, vous accepteriez de faire ce job ou pas ?
Je pense qu'on n'aura pas à se poser la question, donc c'est assez pratique. Il y avait effectivement Libé, Le Monde, j'ai regardé tout à l'heure l'AFP, un truc de France 24, je crois, enfin bon, des médias déclarés mainstream, et moi je veux bien que Libé n'ait pas de parti pris politique, mais dans ces cas-là, genre, je comprends pas très bien qui en a. Ce qui, encore une fois, n'est pas un reproche, on en a un nous-mêmes, mais ça me paraît assez évident, en tout cas dans le cas de Libé, dans le cas du Monde, évidemment. L'AFP, dans le choix des mots, des sujets et de la manière de les traiter aussi. Donc c'est effectivement absurde, mais d'ailleurs c'était même né dans l'esprit du gouvernement, parce que je crois que c'était au début du confinement même, en tout cas c'était l'année dernière, qu'il y avait une proposition effectivement que le gouvernement homologue des journaux comme dignes de crédibilité. Ce qui était quand même assez exceptionnel. Bon, ça ne s'est pas fait parce que on n'a pas été les seuls cette fois-ci à trouver ça un petit peu dangereux. Mais effectivement, le problème, c'est ce qu'on oublie en permanence quand on parle des réseaux sociaux, c'est que ce ne sont que des outils qui sont effectivement derrière les comptes. Ce ne sont pas des robots. C'est de la même manière que les voitures ne sont pas folles et les couteaux ne se jettent pas sur les gens. Il y a toujours des personnes derrière les comptes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux qui peuvent exister. C'est également la même chose. Et effectivement, même cette question de l'anonymat en permanence, très honnêtement, si la police veut aujourd'hui savoir qui est derrière un compte, elle peut remonter à l'adresse IP et le demander. En tout cas, les réseaux sociaux eux-mêmes ont cet accès-là. Donc, c'est la question du pseudonyme plus que de l'anonymat. Et on comprend bien que pour 1000 raisons, parce que parfois il y a un droit de réserve, parce que parfois il y a la crainte de la mort sociale sur certaines idées. Et après, il y a la question du basculement dans la violence pure, dans la haine, etc., qui existe dans la société. À mon avis, il ferait mieux de s'en préoccuper d'abord dans la rue. On verra après sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même infiniment plus mortel dans la rue que sur les réseaux. Et maintenant, effectivement, on nous a parlé beaucoup de ces réseaux sociaux cette semaine, parce que de fait, il y a eu toute une chasse à l'homme qui a été organisée par le biais des réseaux sociaux et qui a abouti à la mort de ce professeur. Mais je crois que malheureusement, on a eu avant ça de trop nombreux attentats dans lesquels les réseaux sociaux n'ont joué absolument aucun rôle. On se souvient du premier, en tout cas récent, avec Mohamed Merah, qui intervient dans une école juive, qui tue à bout portant des enfants et qui se filme lui-même. Je pense que personne n'a pensé à interdire les caméras à ce moment-là parce qu'il s'était filmé. Et pourtant, c'était absolument insupportable, ignoble, que cette vidéo puisse exister. Et puis le compte, en l'occurrence de l'assassin tchétchène, lui était à l'œuvre depuis c'est ça, il existait mois. Depuis longtemps. Il avait été signalé déjà en juillet. Le problème, c'est qu'il y a tellement de comptes qui racontent la même chose que... En fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne les prennent pas réellement au sérieux. En fait, on l'a compris assez récemment. On l'a compris dans l'entourage de ce professeur. On comprend que la densité des menaces était quand même réelle et que tout le monde s'est dit oui, bon, ils sont un peu énervés. En fait, c'est un domaine dans lequel les gens énervés ont parmi eux des gens qui sont prêts à passer à l'acte. Je ne sais pas ce qu'il leur fallait pour le comprendre, puisque Samuel Paty n'est pas le premier à mourir de cette colère-là. Donc effectivement, les réseaux sociaux, c'est un peu l'objet qu'on sort en permanence. Il y a une forme de lâcheté, quoi, à se dire qu'en fait l'outil va préoccuper beaucoup plus que l'auteur, et que même ce qu'incarne l'auteur, puisque c'est une manière de s'échapper que de dire qu'un outil peut servir dans ces cas-là, interdisant les couteaux aussi. Enfin, tout le monde comprend bien que c'est complètement absurde. Je vous signale qu'ils veulent interdire les mortiers d'artifice. Les mortiers d'artifice, parce qu'on utilise les mortiers d'artifice. Et si l'histoire des mortiers d'artifice a fait sourire quand même assez largement pour les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Maintenant, on pourrait se dire, effectivement, est-ce qu'on peut contraindre la haine pure qui est exprimée par certains, la violence ou la diffamation? C'est possible à partir du moment où on porte plainte. Alors, il faudrait effectivement pousser les réseaux sociaux à collaborer avec la police quand il y a une plainte ou des menaces beaucoup plus rapidement. Mais étant donné que l'État français n'arrive toujours pas à leur faire payer des impôts, je vois pas comment ils vont réussir à les contraindre sur autre chose. Parce que les impôts, en général, ils sont quand même assez efficaces. Donc, sur le reste, je vois pas comment ils vont y arriver. Donc en fait, le problème, c'est que ce sont de toute façon des instances supranationales qui sont quasiment aussi fortes. Et maintenant que l'État, prenant conscience de ça, se dise on va mettre entre les mains des réseaux sociaux eux-mêmes le pouvoir
en plus en leur laissant que 24 heures, donc un pouvoir qu'ils vont prendre et qu'ils vont prendre avec quasiment plus de précautions qu'il n'en faudrait par crainte de l'amende, de remettre entre les mains de ces pouvoirs, de ces réseaux sociaux qui sont détenus par des personnes qui elles-mêmes portent des idées, et on sait lesquelles elles sont puisqu'ils les expriment parfois, de remettre entre leurs mains le pouvoir de retirer, de censurer en fait des propos qu'ils jugeront haineux sans aucune définition de ce qu'est un propos haineux. Et nous, à Valeurs Actuelles, je suis, en tout cas avec toute ma bonne foi, absolument persuadée qu'on ne presse jamais la haine de qui que ce soit, et pourtant on est accusé de ça toute la journée. Donc ça veut bien dire que c'est un moyen de cibler des opinions politiques, pour le coup, qui sont considérées par d'autres comme de la haine. Et quand on voit même Mark Zuckerberg très récemment qui disait on a un gros problème parce que les gens qui gèrent le réseau social sont beaucoup plus progressistes que les gens qui l'utilisent. Et donc il a compris en fait que les gens qui utilisaient, ou il a dit l'inverse d'ailleurs, que les gens qui utilisaient le réseau étaient beaucoup plus conservateurs que les gens qui le faisaient vivre. Et donc on comprend qu'il y a évidemment une ligne éditoriale dans ces réseaux, et l'État remettrait entre leurs mains le pouvoir de censurer sur un terrain qui est évidemment politique. Donc on comprend que c'est de la folie. Après, je comprends qu'on puisse se sentir très impuissant et voire même frustré qu'au milieu d'un espace de liberté, des gens se permettent de dire toute la journée des horreurs sans qu'on puisse rien faire. Mais il faut parfois accepter qu'il est mieux de ne pas réagir plutôt que de censurer très clairement sur une base politique. Ouais. Bon, en tout cas, l'affaire n'est pas finie puisque la fameuse loi Avia, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel pour défendre la liberté d'expression, est en train de revenir par le biais de l'Union européenne, puisque le gouvernement, n'ayant pas réussi à le faire passer au niveau national, veut le faire passer par l'Union européenne. Donc on n'a pas fini, à mon avis, de voir la censure s'exprimer sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune et Charlotte Dornelas d'être venus aujourd'hui nous parler de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de votre vision de ce sujet-là. Merci pour nos étudiants qu'on ne voit pas à l'antenne mais qui sont aussi là pour vous écouter. Et bonne continuation dans votre métier qui manifestement aujourd'hui demande beaucoup de courage, de pugnacité, de cohérence et puis d'honnêteté, comme vous l'avez expliqué Charlotte. Donc merci beaucoup à vous.